Attention, cette vidéo contient des spoilers de Star Wars épisode 8. Si vous ne l'avez pas encore vu, allez le voir avant que les fanboys névrosés n'aillent cramer Lucasfilm. Et oui, ce film est génial, foncez. Ben, ouvre cette porte immédiatement! Non, laissez-moi mourir en paix! C'est ridicule, Ben! Y a pas de quoi se morfondre là! Ils ont osé demander à décanoniser mon film! Comment voulez-vous que je me morfonde pas? Mais on s'en fout des canons, c'est pas ça qui va empêcher le film d'exister, hein! Je veux dire, les films de super-héros se font tout le temps décanoniser leurs meilleurs épisodes, ça les empêche pas d'être excellents, hein! Ah bon? Mais bien sûr! Ces crétins de fanboys n'ont pas compris que l'intérêt d'un film, c'est pas sa cohérence avec un univers déjà établi, c'est d'être tout simplement un bon film! Et puis ils ont déjà l'univers étendu pour prétendre que le film n'est pas canon, alors qu'est-ce qu'ils nous font chier avec cette pétition à la con? Vous avez aimé mon film? Franchement, ouais, c'est la première fois que je vois au cinéma un film digne de la trilogie originale. La réalisation de Rian Johnson est sublime, les acteurs sont au top, et le scénario il appelle beaucoup de superbes thématiques sur le héros, sur le... Merci MJ Senpai, je vous aime tellement! Ouais, peut-être que la règle sur l'interdiction d'aimer des Jedi est pas si conne que ça, finalement. Star Wars est une religion. Et hélas, comme toutes les religions, il y a de nombreux cultes fanatiques, idolâtrant aveuglément ce qui s'est fait dans le passé et qui renient tout ce qui se fera dans le futur. Que ce soit le culte de l'anti-Disney qui jure de cracher sur tout ce que Disney fait, pas forcément pour de mauvaises raisons, hein, j'en sais quelque chose, les prélogistes persuadés que la prélogie est forcément bonne et qui crachent sur les nouveaux films pour pas être comme la prélogie, ou même les originalistes idolâtrant Star Wars 7 car ça fait tout comme avant, et crachant sur le 8 parce que ça fait tout différemment d'avant. Oh, et il y a aussi les fanatiques de l'univers étendu, mais... eux, ils veulent garder canonique des trucs comme ça. Les méchants du loch, sans peur ils se moquent, les petits Ewoks. J'ai découvert Star Wars à travers les films sur ces mecs-là. Me jugez pas. Et donc forcément quand le dernier Jedi est sorti, et oui j'ai dit le dernier Jedi et pas les derniers Jedi parce que Rian Johnson a confirmé que le The de The Last Jedi est singulier, les traducteurs français sont cons. Et bah fallait pas s'attendre à autre chose de leur part qu'un déluge de mauvaise foi, de chipotage débile et même pire, de refus de décisions artistiques bénéfiques pour le film et la saga, mais pas arrangeant pour leur vision personnelle et égoïste de la saga, au point de faire une pétition pour la décanoniser. Une pétition? Sérieusement? Je veux dire, il y en a eu des pétitions bien débiles, mais là, il est d'une importance capitale de démontrer que le dernier Jedi a beaucoup de mérite. Et on va le faire en démontant les critiques les plus répétées. Ah ouais, les gens qui se plaignent d'une façon originale d'utiliser de la force, qui si c'était une science exacte ça passerait, or non ce n'est pas une science exacte, même dans les films c'est pas une science exacte. Et puis si la trilogie originale sortait de nos jours, ces mêmes gens se plaindraient de la même chose pour des pouvoirs qui sont déjà ancrés dans la mythologie depuis un bail. Surtout qu'en plus les nouvelles choses qu'on voit de la force dans ce film, bah ils contredisent pas les bases de la force. Leia qui se sort du vide intersidéral et volant vers un vaisseau, dans la même logique que déplacer des objets par la pensée. Puis c'est largement moins con et incohérent que R2D2 qui vole. Snoke qui crée un pont télépathique entre Kylo et Ren, en accord avec le pouvoir télépathique montré avec Vador qui appelle Luke à distance. Luke qui crée une projection astrale, pouvoir de manipulation d'esprit qui mélange fantôme de la force et télépathie. Le fantôme de Yoda qui invoque un éclair, en accord avec l'idée de si tu me terrasses je deviendrai plus puissant que tu ne pourrais l'imaginer, et avec l'idée qu'un Jedi ne fait qu'un avec la nature. Et là, vous allez me demander... Hello bitch! Mais qu'est-ce que... Film fini! Les pétasses envoyés! Non, ça pouvait pas arriver. Parce que utiliser ses pouvoirs pour envoyer chier l'ordre des choses, genre accepter la mort, c'est pas un truc de Jedi. C'est un truc de Sith. Aussi, un Jedi ne fait qu'un avec la force qu'une fois avoir accompli son but sur Terre et d'être en paix avec lui-même. Là pour le coup, c'est vous qui savez pas comment marche la force. Cela dit, je comprends votre souci avec la façon dont est utilisée la force dans ce film. Ce sont de nouvelles façons d'utiliser la force. Et ça vous choque parce que la prélogie a rendu la force chiante. Là où la trilogie originale crée une nouvelle dimension à chaque épisode. Dans l'épisode 4, c'était surtout un pouvoir d'esprit, dans le 5, ça permet de faire bouger des objets, et dans le 6, éclair de ta face! Au lieu de créer de nouvelles façons de l'utiliser, la prélogie a gardé exactement ces mêmes pouvoirs. Montrés de façon plus spectaculaire, certes, mais juste les mêmes. C'est quoi la force selon toi? Eh ben c'est bouger des objets, être super rapide, parler par la pensée et balancer des éclairs. Incroyable, chaque mot de ce que tu viens de dire est faux. Ironiquement, c'est populaire de reprocher à la nouvelle trilogie de ne rien apporter de nouveau à la mythologie.
Et là, ils se plaignent qu'ils ont apporté quelque chose de nouveau à la mythologie. Vous êtes juste chiant ou... Sérieux? Vous allez vous plaindre que Star Wars fait de la pub pour des jouets? Sérieux? Vous voulez que je vous ressorte ça? Ok, j'arrête. Oui, les porgs sont des mascottes pour faire vendre des jouets. Et il n'y a rien de mal à faire des personnages pour des jouets, du moment qu'on l'utilise bien. Les Ewoks, par exemple, c'est une intégration correcte de personnages joués, car ils servent l'histoire, ont une personnalité, et apportent même des thématiques sur l'entraide qui va avec la philosophie de la licence, et même une référence à une guerre historique. Bon, je vais pas dire que c'était pour le mieux, parce que dans une version précédente du scénario, ça devait être une armée badass de Wookiees, mais entre-temps... Ouais... On va attendre l'épisode 3 finalement, hein. Là où Dark Maul est un exemple d'une mauvaise intégration. Il n'a aucune personnalité, sert juste de diversion pour nos héros, mais par contre, wow, comment il est trop cool quand il danse avec son double sabre laser. Achète la figurine, le costume et le code Miché. Achète. J'en sais quelque chose parce que j'en avais des mères de Dark Maul quand j'étais petit. J'en avais. Les porgs ne sont pas des personnages spécialement intéressants, mais ils sont bien intégrés à l'histoire en étant cet élément du décor qui donne vie à l'environnement de cette île, en plus d'apporter une thématique sur l'équilibre de la nature bien mise en avant par les séquences où Rey se projette, et qui rejoint les autres créatures du film, les chevaux à tête de chien et les loups de cristal, en illustrant les effets de ce conflit sur l'environnement. D'ailleurs, Disney, les porgs, ils sont très mignons, hein, mais les chiens chevaux là, vous savez rien là-dessus? Ça ferait de super jouets, moi je trouve. Et puis, même Rian Johnson, on sent qu'il aime pas ces bestioles. Leur première scène, il tente de se tuer avec le sabre de Luke pour dire. Et la scène où Chewie en cuit un à la broche. Voilà quoi, ce petit humour noir en dit long. Ça devrait rendre les porgs plus supportables pour vous si vous n'étiez pas aveuglé par votre haine envers un pauvre film qui a trouvé le moyen de mettre en valeur les peluches pour Disney en se trouvant un sens narratif qui sert son film. Ce qui est une preuve d'une efficacité certaine. Et puis voilà quoi. Ils sont mignons. On peut pas leur enlever ça, quoi. Donc, après tout un build-up sur les parents de Rey, ce film révèle que Rey est la fille de personne. Forcément, ça a déçu énormément de fans qui ont balancé des milliards de théories sur qui pouvaient être les parents de Rey, mais ceux qui ne comprennent pas, c'est qu'il fallait que Rey soit la fille de personne. Déjà, l'arc de Rey dans le 7 était d'accepter que ses parents ne reviendront pas, un deuil symbolique signifiant la non-nécessité de leur présence. Si on révélait que Luke ou Leia étaient ses parents, ça aurait détruit son acceptation du deuil dans le 7, elle aurait régressé, ce qui amène à son arc du 8 où elle doit apprendre à laisser un passé glorifié derrière elle, accepter que le passé n'est pas parfait, découvrant entre autres que ses parents ne sont personne, juste des connards qui l'ont vendu pour de l'alcool et qui sont morts comme des merdes. Et surtout, la raison pour laquelle révéler que Rey n'a pas de parents est parfaite, c'est que ça poutre une bonne fois pour toutes les midi-chloriens. Dans la trilogie originale, la Force était montrée comme une magie, une entité qui est en toute chose, quelque chose d'inspirant pour toute une génération qui a cru qu'ils pouvaient devenir des Jedi en faisant des efforts et en y croyant. Et la prélogie a chié là-dessus en révélant... Nope. Le talent, c'est une question de microbes et de gènes. T'as du talent uniquement si ta maman a eu la force entre les jambes. Donc va te faire foutre, petit pouilleux qui a des parents lambda. Moi, par exemple, la force, je l'ai eu quand mon père m'a offert ma première bouteille d'alcool à l'âge de 3 ans et j'ai... Merci la prélogie d'avoir encore détruit la magie de la force. Magie détruite par celui qui avait créé cette magie. Comme quoi, hein. Et donc, avec Rey, pas parce qu'elle est une fille d'eux, mais parce qu'elle a un potentiel qu'elle a appris à maîtriser, elle devient sa propre personne, son propre héros. Peut-être même plus que Luke qui, en dépit de sa modeste origine paysanne, avait en fait un peu de ce côté, la force c'est seulement dans les gènes, vu que son père était un Jedi. Et ça amène la force à cette entité mystique et non à cette pseudo-science sans charme. Mais dans ce cas, pourquoi avoir fait tout ce putain de build-up? 1. Pour être dans la tête de Rey qui est obsédé par cette question et qui doit apprendre à passer à autre chose. Et surtout, deuxièmement, c'est le mystère façon J.J. Abrams. J.J. Abrams a une façon particulière de faire du mystère. Une façon qui peut sembler frustrante, mais qui a beaucoup de sens. Il part du postulat que le mystère est plus beau que la révélation. C'est du bonbon pour l'imagination. Preuve en est toutes les théories variées que les fans ont sorties sur Rey, Snoke, Luke et j'en passe. Là où la révélation est décevante par nature, car ça sera forcément différent de ce qu'on imaginait. Please,
accept the mystery. Et dans tous ces projets, vous verrez que soit le mystère reste un mystère, comme la patte de lapin de Mission Impossible 3, ou amène à une révélation volontairement décevante qui remet en question les personnages, comme dans Lost avec la révélation du non-destin de Locke qui détruit petit à petit le personnage, alors avec les thématiques de progression et de regret qui alimentent la série. Et c'est dans cette même logique narrative... Si vous attendiez autre chose de Phasma qu'une porte-flingue, vous n'avez rien compris à Phasma. Si vous attendiez autre chose de Snoke qu'une figure d'autorité et une représentation des forces du mal, vous n'avez rien compris à Snoke, vous n'avez rien compris à Palpatine et vous n'avez rien compris à Star Wars. Déjà, Phasma est Phasma parce que c'est un modèle de Stormtroopers parfait. Une machine à tuer sans visage, sans personnalité ou émotion. Donc, sans rien à développer à part une figure d'autorité que Finn doit défier pour sortir du moule des Stormtroopers et devenir un héros. Oui, c'est con pour la talentueuse Gwendoline Christie, pauvre actrice qui montre son talent dans d'autres fictions à succès, là où les mecs qui étaient dans les costumes de Dark Vador, C3PO, Chewbacca, R2D2 et Boba Fett n'avaient rien d'autre. Pauvre Gwendoline Christie, mon cul, on l'a pas remplacé par Hayden Christensen, elle. Et Snoke ne doit pas avoir de background, il doit pas avoir de passé, il doit juste être une fonction, une incarnation du mal absolu, comme son équivalent de la trilogie Palpatine. Je vais même dire Kylo Ren qui le tue et prend sa place est une idée nouvelle qui permettra d'exploiter différemment l'idée du mal dans l'univers de Star Wars. Cette fois, c'est plus une force du mal absolue sans humanité, mais un vrai humain qui s'enfonce dans ses erreurs. Ouais, vous avez vu, maintenant je suis trop un méchant complexe et cool. Et puis, Snoke a eu l'occasion d'être un vrai méchant badass avant de mourir, au lieu de rester cette figure ambiguë et mal modélisée de l'épisode 7, qui me faisait espérer que c'était un hologramme et qu'on allait avoir Andy Serkis à avoir enfin un rôle en live action pour une fois. Mais bon, améliorer son design, c'est cool aussi, je l'accepte, je suis pas un fanboy débile qui aime pas qu'un film va dans une direction que j'espérais pas. Et même la façon de le tuer, un être aussi puissant, fallait le tuer en traître. Donc je vois pas le souci. Ça peut pas être insultant envers son personnage car, encore une fois, c'est pas un personnage. Il est pas censé être un personnage. Kylo Ren est le personnage qui doit être développé. Et justement, tuer Snoke permet de le faire progresser psychologiquement. Bref, narrativement, développer ces personnages aurait été contre-productif. Je veux dire, merde, comment pouvez-vous être encore plus à côté de la plaque ? Mais je vais construire une 4ème étoile noire pour faire péter votre connerie, vous! Mais vous êtes J'ai perdu le fil. On était où? La mission de Finn qui, soi-disant, ne sert à rien. Ah, ouais. Cette coupure pub n'a servi à rien, je suis toujours énervé. Vous n'avez rien compris au film! Oui, la mission de Finn et Rose ne fut qu'une perte de temps pour la résistance. Évidemment, Sherlock! Tout le film montre que les héros sont des êtres impulsifs et orgueilleux qui s'enfoncent dans leurs bêtises bien intentionnées, mais qui ne fait qu'apporter plus de soucis qu'autre chose. Chose confirmée par la bataille d'ouverture où Poe fait tuer des dizaines de résistants à leurs précieux bombardiers parce qu'ils se sentaient plus pissés à l'idée de libérer la galaxie d'un destroyer parmi tant d'autres, et par la tentative de Rey de sauver Kylo Ren qui fait que foutre encore plus de merde en aidant ce psychopathe qui ne pense qu'à tout détruire à avoir les pleins pouvoirs. Cette mission devait être un échec pour ne pas encourager nos héros à cette impulsivité qui n'est pas bienvenue dans leur situation et qui ont besoin d'apprendre une leçon d'humilité. D'ailleurs, à ceux qui disent que l'actrice qui joue Holdo n'est pas crédible en général de guerre, bah ouais, il est où le problème? Je veux dire, dans ce genre de conflit, il n'y a pas que des générales de guerre super badass, il y a aussi des femmes politiques qui n'ont jamais vu de bataille de leur vie, ou des personnes comme vous et moi. Je vois pas à quoi vous vous attendiez, surtout que c'est une des raisons pour laquelle Poe se met fidèle. Et pour ceux qui vont demander pourquoi Holdo n'a pas révélé son plan à Poe, c'est parce que Poe agit en petit connard effronté, Holdo ne lui doit rien. Il a besoin d'apprendre une leçon d'humilité, surtout que voilà, il a été rétrogradé, il a aucun droit de demander c'est quoi le plan. Et puis, vous êtes conscient du concept d'espion? Holdo et Leia vont pas révéler leur plan à n'importe qui, il suffirait qu'un espion en entende parler et boum, ils préviennent le nouvel ordre et c'est foutu. Mais surtout, d'un point de vue narratif, c'est tout le contraire. Cette mission apporte beaucoup. En plus de la thématique du héros impulsif que je viens d'expliquer, on a du développement de personnages. Les fans de la prélogie l'oublient peut-être, mais faire du développement de personnages, c'est un peu important pour faire un bon film. Bon ok, je suis méchant. Ça développe aussi l'univers en montrant les effets du système pourri sur la population galactique, ce que la prélogie n'a jamais été foutue de faire. Et les gosses, putain, les gosses! Ces gosses captivés par les histoires de ces héros qu'ils admirent et imitent. C'est important de voir ça. Tout comme le désespoir croissant de la résistance face à des situations toujours plus catastrophiques qui les poussent à sacrifier leur meilleur vaisseau. C'est d'ailleurs à ceux qui vont demander « Oh, mais dans ce cas, pourquoi ils n'utilisent pas plus souvent cette technique de kamikaze si c'est si efficace ?» Parce que justement, ça leur coûte des vaisseaux super importants.
Et dans ce genre de conflit, les vaisseaux comme ça se gaspille pas. Alors, le point polémique qui fait chier tous les fanboys. Le traitement de Luke fut un tel outrage pour certains fanatiques qui sont allés jusqu'à faire une pétition pour décanoniser le film qui ose montrer Luke comme un être humain imparfait et qui est parti pour laisser tomber la galaxie, attristé par son propre échec. Vous savez, que des trucs qui font la qualité du film. Le traitement de Luke, son rapport avec le reste de la galaxie et son statut de héros, ainsi que la superbe prestation de Mark Hamill. Mais bon, on demande à des fanboys qui crient au viol de leur enfance à chaque fois qu'on rebootait SOS Fantôme d'assimiler une morale disant d'arrêter d'idolâtrer un passé pas aussi parfait qu'on le croit et accepter une vérité universelle qui est que nos héros ne sont que des êtres humains avec des défauts. Mon mur a plus de discussions que... Alors, j'ai vu Mother et je trouve sincèrement que c'est un film très... Alors oui, je comprends que l'idée que Luke abandonne son statut de héros et se laisse mourir sur une planète paumée ne vous plaise pas. Moi aussi, je préfère me dire qu'il crée un nouveau temple Jedi et que tout va bien pour lui, qu'il est plein d'enfants avec Mara Jade et tout le fanservice procuré par l'univers étendu. Seulement, on l'oublie souvent, on va pas au cinéma pour voir notre vision. On va au cinéma pour voir la vision d'un autre. Et cette vision, qu'elle vous plaise ou non, est logique. Luke est un vieil homme qui a tout perdu. Évidemment qu'il allait faire un choix qui nous semble incohérent avec le Luke qu'on a connu dans la trilogie originale. Il s'est passé 30 ans. Les gens changent. Et la vision de Rian Johnson, en plus d'être bien menée, nous démontre une chose qu'il est impératif d'apprendre. Il faut arrêter de croire au sauveur. Il faut croire en nous. Et là vous allez me dire, oh mais Mark Hamill il a dit que c'était pas son Luke Skywalker. Bah ouais, mais il a aussi dit que c'était une bonne version, c'est juste pas ce qu'il imaginait pour le futur de Luke Skywalker, c'est tout. Au-delà de ça, merde. C'était juste pas sa vision de Luke Skywalker. Et là vous allez me dire, oh mais il a retourné sa veste parce que Disney lui a laissé un chèque. Premièrement, ah bah oui, la parole du grand Mark Hamill ne compte pas quand ça vous arrange pas, hein. Deuxièmement, vu tout ce qui s'est permis de balancer sur l'épisode 7 alors qu'il n'avait pas encore commencé de tourner l'épisode 8, je pense qu'il est clair que la piscine intégrale de Picsou ne suffirait pas à lui faire fermer sa gueule. Donc s'il dit qu'il accepte cette vision, c'est qu'il le pense. Et troisièmement, vu la superbe prestation de Mark Hamill dans cette vision que soi-disant il n'accepte pas, il est indéniable qu'il respecte cette vision. Même sa façon de mourir, la séquence est parfaite. Donner une chance à la rébellion, accomplir son dernier rôle, se mettre en spectacle devant des milliers de soldats, laisser le flambeau à une nouvelle génération, vaincre Kylo sans même porter la main sur lui, l'image des deux soleils qui est un parfait miroir à la scène où il est devenu notre héros, qui devient maintenant l'image où son personnage meurt, et surtout le magnifique fondu quand il disparaît. J'aurais voulu que le héros de mon enfance vive, bien sûr, mais quitte à le tuer, je ne lui donnerai pas de meilleure mort que celle-ci. Et c'est pour ça que le dernier Jedi est génial. Il ose des trucs, a des intentions artistiques des plus louables, se permet de faire des choses risquées avec une mythologie aussi sacrée, prend même le temps de développer ses personnages, quitte à ralentir le rythme pour mettre en place une atmosphère, ce que le 7 ne faisait pas assez à mon goût d'ailleurs. Visuellement superbe et avec des acteurs au top, franchement à part la musique d'un John Williams qu'on devrait laisser partir en retraite tant il se recycle, et une marionnette de Yoda moche, probablement due à cette malédiction qui dit qu'après la mort de Jim Henson, tu ne feras plus de bonnes marionnettes de Yoda, je ne vois pas quoi lui reprocher. Je vais même dire, enfoncer un film avec autant d'intégrité artistique malgré son côté commande de studio, c'est très dangereux. Et c'est ce qui va amener à la marvelisation de Star Wars. Beaucoup craignent que ça arrive, à plus ou moins juste titre, mais pour moi, les vrais responsables d'une future marvelisation de notre précieuse saga, ce ne serait pas que Disney, mais ce qui a marvelisé Marvel à la base. Les fanboys. Ceux qui crachent sur les films qui proposent des trucs propres à la vision de leur réalisateur, car ça ne correspond pas à ce qu'ils aiment dans telle licence, pour ensuite acclamer des films de Yes Man calibrés. Forcément, avec des compagnies autant à l'écoute de leurs fans comme Marvel et Lucasfilm, eh ben ils sont poussés à faire de la merde mercantile programmée, qui peut avoir tous les défauts du monde, mais qui sera quand même acclamée car au moins ils oseront rien de différent, figeant la licence dans sa représentation la plus superficielle. X-Wings! Death Star! Princess Leia! I clapped when I saw Darth Vader! Ils ont fait ça à Marvel, ils ont fait ça à DC Comics. Star Wars est le prochain sur la liste de ce serial killer de la liberté artistique. Donc, il faut que cela cesse. C'est même encore plus urgent à l'heure actuelle. Acceptez la vision des autres réalisateurs. Ne jugez pas un film sur vos attentes, mais sur ce que le réalisateur a voulu faire. Et rien d'autre. Et si le canon est aussi important pour vous, eh ben faites comme si l'univers légendaire est le bon canon. Au lieu de demander une confirmation des studios que votre vision des choses est la bonne. Non et puis merde quoi, qu'est-ce que ça va changer à votre vie?
parle, toi et moi? Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, vous abonner et bien sûr laisser un commentaire. Si vous voulez soutenir l'élaboration et l'amélioration de mes vidéos, n'hésitez pas à déposer un don sur mon compte Tipeee, donc il sera récompensé par des exclusivités et le choix d'un film à critiquer pour une vidéo bonus. Merci encore et à bientôt dans un prochain Fermez-la.